L'aube se levait paresseusement sur les eaux turquoises du Méditerranée, teintant les vagues d'un orange doré qui contrastait avec le bleu profond de l'horizon. Marc Dubois ajusta son masque de plongée une dernière fois avant de vérifier l'équipement de son bateau, le Liberté, un navire de recherche de 12 mètres qu'il avait acheté avec l'argent de son divorce. À 38 ans, ses mains calleuses témoignaient de 15 années passées à explorer les fonds marins, d'abord comme plongeur militaire, puis comme freelancer spécialisé dans les missions de sauvetage et d'archéologie sous-marine. « Encore une journée de solitude », murmura-t-il en français, sa voix rauque par le vent salé. Le café qu'il avait pris au port de Marseille 1 heure plus tôt lui laissait encore un goût amer dans la bouche. Ou peut-être était-ce simplement le goût de sa vie depuis que Sarah l'avait quitté. Elle avait dit qu'elle ne supportait plus ses absences prolongées, ses silences contemplatifs et sa façon de préférer les profondeurs océaniques à leur appartement parisien. « Tu aimes plus la mer que tu ne m'aimes », avaient été ses derniers mots avant de claquer la porte. Marc secoua la tête pour chasser ses souvenirs douloureux et se concentra sur sa mission du jour. Une compagnie d'assurance maritime lui avait demandé d'inspecter les restes d'un cargo qui avait coulé il y a 6 mois près des calanques de Cassis. Rien d'exceptionnel, juste une expertise de routine pour déterminer les causes exactes du naufrage. Ces missions payaient bien et lui permettaient de maintenir son mode de vie spartiate, partagé entre son petit appartement du Vieux-Port et les semaines en mer. Le moteur diesel du Liberté ronronnait régulièrement, tandis qu'il naviguait vers les coordonnées GPS indiquées sur son carnet étanche. Les mouettes criaillaient au-dessus de sa tête, plongeant parfois vers les eaux dans l'espoir d'attraper quelques poissons. L'air marin emplissait ses poumons, et pour la première fois depuis des jours, Marc sentit ses épaules se détendre. Ici, au large, il n'y avait pas de téléphone qui sonnait, pas de factures à payer, pas de regard compatissant de ses voisins qui savaient qu'il vivait seul. Arrivé sur la zone, Marc coupa le moteur et jeta l'ancre. Le silence qui s'installa immédiatement fut troublé seulement par le clapotis des vagues contre la coque. Il enfila sa combinaison néoprène noire, vérifia son détendeur et ses bouteilles d'air comprimé. L'eau était claire, avec une visibilité d'environ 20 mètres, idéale pour ce type d'inspection. Il nota mentalement que le Mistral ne soufflait pas aujourd'hui, ce qui rendrait la plongée plus agréable. « Allez Marc, au boulot », se dit-il en se préparant à basculer par-dessus bord. Mais quelque chose attira son attention sur tribord. Au loin, à environ 500 mètres, il distinguait des débris qui flottaient à la surface. Ce n'était pas sur sa route prévue, mais son instinct d'ancien militaire lui dictait toujours d'investiguer tout ce qui semblait anormal en mer. Il remit le moteur en marche et dirigea le Liberté vers cette zone. Plus il s'approchait, plus il réalisait qu'il ne s'agissait pas de déchets ordinaires. Des morceaux de bois vernis, des coussins de cuir blanc, des fragments de ce qui ressemblait à un yacht de luxe jonchèrent la surface. Marc fronça les sourcils. Aucun naufrage récent n'avait été signalé dans cette zone selon les bulletins maritimes, qu'il consultait religieusement chaque matin. Il coupa à nouveau le moteur et se pencha par-dessus le bastingage pour examiner les débris de plus près. C'est alors qu'il la vit. Flottant face contre l'eau, les bras écartés, une femme dérivait lentement entre les épaves. Ses longs cheveux bruns ondulaient autour de sa tête comme des algues sombres, et sa robe blanche déchirée créait un contraste saisissant avec le bleu de la mer. « Merde !» s'exclama Marc en plongeant immédiatement dans l'eau, sans même prendre le temps d'enfiler sa combinaison complète. L'eau froide le saisit, mais il nagea vigoureusement vers la femme inconsciente. En s'approchant, il constata qu'elle respirait encore, faiblement, mais respirait. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses lèvres légèrement bleues par l'hypothermie. « Allez, tenez bon », murmura-t-il en la retournant délicatement et en passant son bras sous ses aisselles pour la ramener vers son bateau. Elle était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé, ses vêtements gorgés d'eau l'alourdissant considérablement. Marc dut faire appel à toute sa force pour la hisser à bord du Liberté, manquant plusieurs fois de perdre prise sur le pont glissant. Une fois qu'il l'eut allongée sur le pont, Marc put l'examiner plus attentivement. La femme portait une robe de soirée blanche manifestement coûteuse, maintenant déchirée et tachée par l'eau de mer. Ses chaussures à talons hauts avaient disparu, et ses pieds nus étaient meurtris comme si elle avait marché sur des surfaces rugueuses. Plus troublant encore, Marc remarqua des ecchymoses récentes sur ses poignets et son cou, suggérant qu'elle avait été retenue contre sa volonté. « Madame, vous m'entendez ?» dit-il en français, tout en vérifiant son pouls au niveau du cou. Le battement était faible mais régulier. Il courut chercher des couvertures dans sa cabine et l'enveloppa soigneusement, frottant ses membres pour stimuler la circulation sanguine.
Ses années de formation au premier secours dans la marine lui revenaient automatiquement. La femme commença à frissonner violemment, ce qui était bon signe. Cela signifiait que son corps réagissait et tentait de se réchauffer. Marc alluma le petit réchaud à gaz de son bateau et prépara rapidement du thé chaud. Il fallait qu'elle reprenne conscience rapidement pour évaluer son état neurologique et comprendre ce qui lui était arrivé. « Allez, réveillez-vous » murmura-t-il en soulevant délicatement sa tête pour lui faire boire quelques gorgées d'eau tiède. Ses traits étaient de fin, aristocratiques presque, avec de hautes pommettes et un nez droit qui dénotait une éducation privilégiée. Elle avait environ 30 ans, estima-t-il, et malgré son état, il était évident qu'elle était habituellement soignée et élégante. Soudain, ses paupières frémirent et elle ouvrit les yeux. Des yeux verts d'une intensité surprenante qui balayèrent immédiatement l'environnement avec une expression de panique pure. Elle tenta de se redresser brusquement, mais Marc posa doucement une main sur son épaule. « Du calme, vous êtes en sécurité. Je m'appelle Marc, je vous ai trouvé dans l'eau, dit-il d'une voix apaisante. Comment vous appelez-vous? Que s'est-il passé? Elle le regarda avec méfiance, ses yeux verts scrutant son visage comme si elle cherchait à déterminer s'il représentait une menace. Quand elle parla, sa voix était rauque et tremblante, mais son accent révélait une éducation parisienne raffinée. « Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, » murmura-t-elle. « Quelle heure est-il? Où sommes-nous? Nous sommes au large de Marseille. Il est environ 9 heures du matin, » répondit Marc en lui tendant une tasse de thé chaud. « J'ai trouvé des débris de yacht dans l'eau et vous flottiez au milieu. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Elle prit la tasse de ses mains tremblantes et but avidement, comme si elle n'avait pas bu depuis des heures. Marc remarqua que ses ongles étaient cassés et qu'elle avait des égratignures sur les paumes, comme si elle s'était agrippée à quelque chose de rugueux. « Il y a eu un accident, » dit-elle finalement, évitant son regard. « Le bateau, il a pris feu. Je ne me souviens pas très bien. » Marc fronça les sourcils. Quelque chose dans sa façon de parler ne collait pas. Elle était trop évasive, trop prudente dans le choix de ses mots. Et puis, comment expliquer les ecchymoses sur ses poignets? Un incendie de yacht n'aurait pas causé ce type de blessure. « Comment vous appelez-vous » répéta-t-il gentiment mais fermement. « Il faut que je contacte les gardes-côtes pour signaler l'accident et votre sauvetage. » La panique revint immédiatement dans ses yeux verts, et elle attrapa son bras avec une force surprenante. « Non, s'il vous plaît, ne contactez personne. Pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour me souvenir de tout, » supplia-t-elle. « Je vous en prie, donnez-moi juste quelques heures. » Marc hésita. Tous ses instincts lui disaient qu'il devait contacter immédiatement les autorités maritimes. C'était la procédure standard pour ce genre de situation. Mais quelque chose dans le désespoir de cette femme, dans la terreur authentique qu'il lisait dans ses yeux, le fit hésiter. Il avait appris au cours de ses années en mer à faire confiance à son intuition. Et son intuition lui disait que cette femme était en danger, mais pas du genre de danger que les autorités pourraient résoudre. Le soleil montait maintenant haut dans le ciel, réchauffant le pont du Liberté. Au loin, Marseille étincelait dans la lumière matinale, ses bâtiments blancs cascadant vers le vieux port. Marc regarda cette femme mystérieuse qui tremblait encore sous ses couvertures et prit une décision qui allait changer le cours de sa vie tranquille et solitaire. Marc prit sa décision en regardant les yeux verts terrorisés de la femme qu'il venait de sauver. Contre tous ses instincts de sécurité, contre toutes les procédures qu'il avait apprises durant ses années dans la marine, il hocha lentement la tête. « D'accord, quelques heures, » dit-il finalement. « Mais je dois vous ramener à terre. Vous avez besoin de soins médicaux appropriés. » Il rangea sa radio maritime dans le compartiment étanche et mit le cap vers une petite crique isolée qu'il connaissait près de Cassis, loin des regards indiscrets du port principal de Marseille. La femme s'était rendormie, épuisée par l'épreuve, et Marc en profita pour l'observer plus attentivement. Ses mains étaient soignées, mais portèrent les traces d'une lutte récente. Sa robe, qu'il reconnaissait maintenant comme étant de haute couture, était déchirée de manière qui suggérait une fuite précipitée plutôt qu'un simple accident nautique. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-il en français, ajustant le gouvernail pour éviter les rochers qui affleurèrent près de la côte. Le Mistral commençait à se lever, créant de petites vagues blanches qui venaient claquer contre la coque du Liberté. Marc connaissait ces eaux comme sa poche. Il y avait plongé des centaines de fois pour récupérer des ancres perdues ou inspecter des coques endommagées. 1 heure plus tard, il accosta dans l'anse de Port-Miou, une calanque protégée où il gardait parfois son bateau pendant ses missions prolongées. Le propriétaire du petit café-restaurant qui surplombait la crique, Henri Bonnard,
était un vieil ami qui ne posait jamais de questions indiscrètes. Marc porta la femme encore endormie jusqu'à la petite chambre que Henri louait parfois aux plongeurs de passage. « Tu as trouvé une sirène en mer ?» plaisanta Henri, un homme de 60 ans au visage buriné par des décennies de soleil méditerranéen. Mais son sourire disparut quand il vit l'état de la jeune femme. « Merde, Marc, qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Je ne sais pas encore », répondit Marc en l'installant délicatement sur le lit étroit. « Elle dit qu'il y a eu un accident de bateau, mais quelque chose ne colle pas. Tu peux me prêter des vêtements de ta fille ? Et ne parle de ça à personne pour l'instant. » Henri hocha gravement la tête. Sa fille Marie travaillait comme infirmière à l'hôpital de Marseille et gardait toujours quelques affaires chez son père. Pendant qu'Henri cherchait des vêtements secs, Marc s'assit sur la chaise en osier près du lit et observa la femme dormir. Ses traits détendus révélaient une beauté naturelle que l'épreuve n'avait pas altérée, mais aussi une vulnérabilité qui contrastait avec la peur qu'il avait vue dans ses yeux quelques heures plus tôt. Vers 14 heures, elle se réveilla en sursaut, regardant frénétiquement autour d'elle avant de reconnaître Marc. Le soulagement qui traversa son visage fut immédiatement remplacé par une expression de méfiance calculée. « Où sommes-nous » demanda-t-elle en s'asseyant prudemment au bord du lit. « Dans une calanque près de Cassis. Vous êtes en sécurité » répondit Marc en lui tendant les vêtements que Henri avait apportés. « Marie fait à peu près votre taille. Vous devriez vous changer et manger quelque chose. » Elle prit les vêtements, un jean délavé, un pull en laine marine et des sandales, et les serra contre elle comme un bouclier protecteur. « Vous ne m'avez toujours pas dit votre nom » insista Marc doucement. « Et j'ai besoin de comprendre ce qui vous est arrivé. Ces blessures sur vos poignets ? Je m'appelle... » Elle hésita, ses yeux verts balayant la petite chambre comme si elle cherchait une issue. « Camille Moreau. » Marc nota l'hésitation. Mensonge ou vérité partielle ? Difficile à dire. Dans sa carrière de plongeur, il avait appris à lire les gens, surtout dans les situations de stress. Cette femme cachait quelque chose d'important, mais sa terreur était authentique. « Très bien, Camille. Racontez-moi ce qui s'est passé sur ce yacht. » Elle se leva et marcha vers la petite fenêtre qui donnait sur la mer. Le soleil de l'après-midi illuminait son profil, révélant une cicatrice fine près de son oreille gauche, presque invisible, mais que l'œil exercé de Marc avait repéré. « J'étais invité sur le yacht de quelqu'un », commença-t-elle lentement. « Une soirée d'affaires. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'alcool. Vers minuit, un incendie s'est déclaré dans la cuisine. Tout est devenu chaos très rapidement. »« Et les autres passagers ?» demanda Marc. « Il devrait y avoir eu des recherches, des corps. » Camille se raidit visiblement. « Je ne sais pas. Quand j'ai vu les flammes, j'ai paniqué. J'ai sauté à l'eau sans réfléchir. C'était stupide, mais j'avais peur. » Marc fronça les sourcils. L'histoire était plausible, mais trop vague, trop pratique. Et puis, comment expliquer qu'aucun signal de détresse n'ait été émis ? Dans les eaux françaises, tout incident maritime était immédiatement répercuté aux gardes-côtes. « Quel était le nom du yacht ?» demanda-t-il. « Le Monaco Princess », répondit-elle après une pause qui confirma ses soupçons. Nouveau mensonge probablement. Marc connaissait la plupart des yachts de luxe qui fréquentèrent la côte méditerranéenne, et ce nom ne lui disait rien. Henri frappa à la porte et entra avec un plateau contenant une soupe de poisson traditionnelle, du pain frais et un verre de rosé de Provence. « Il faut manger, mademoiselle », dit-il avec la bienveillance paternelle qui le caractérisait. « Ma femme disait toujours que la mer prend beaucoup d'énergie et qu'il faut la récupérer avec de la bonne nourriture. » Camille sourit pour la première fois depuis que Marc l'avait trouvée. Un sourire qui transforma complètement son visage et révéla une chaleur naturelle qu'elle s'efforçait de dissimuler. « Merci, monsieur. Vous êtes très gentil, » dit-elle en acceptant le plateau. Son accent parisien raffiné contrastait avec l'environnement rustique de la petite chambre, confirmant l'impression de Marc qu'elle venait d'un milieu privilégié. Pendant qu'elle mangeait, Marc sortit sur la terrasse avec Henri pour discuter. La vue sur la Méditerranée était magnifique, les eaux turquoises s'étendant jusqu'à l'horizon, où quelques voiles blanches ponctuaient le paysage maritime. « Elle te raconte des bobards », dit Henri sans détour, allumant une cigarette gauloise. « J'ai vécu ici toute ma vie, j'ai vu passer tous les types de naufragés. Cette fille-là, elle fuit quelque chose, mais pas un accident de bateau. » Marc hocha la tête. Il était arrivé à la même conclusion, mais quelque chose en lui résistait à l'idée de la livrer aux autorités. Peut-être était-ce sa solitude des derniers mois, ou simplement le fait qu'elle semblait si vulnérable malgré ses mensonges évidents. « Tu crois qu'elle est en danger ?» demanda-t-il. « Peut-être bien.
Ou peut-être qu'elle représente un danger, répondit Henri pragmatiquement. Fais attention, Marc. Tu as déjà eu ton cœur brisé une fois. Ne laisse pas une inconnue recommencer. Quand Marc revint dans la chambre, Camille avait fini de manger et enfilé les vêtements secs. Le jean et le pull la rendaient plus accessible, moins distante que dans sa robe de soirée déchirée. Elle était debout près du lit, tenant dans ses mains un téléphone portable qu'elle avait apparemment récupéré dans les plis de sa robe. « Il fonctionne encore ?» demanda Marc, surpris qu'un téléphone ait survécu à une immersion prolongée en mer. « Il est étanche », répondit-elle rapidement, glissant l'appareil dans la poche arrière du jean. « Mais la batterie est morte. » Marc nota mentalement ce détail. Un téléphone étanche de haute technologie. Pas exactement le genre d'accessoire qu'on emmène à une simple soirée mondaine. Décidément, cette femme était de plus en plus mystérieuse. « Camille, je dois vous poser une question directe, » dit-il en s'asseyant face à elle. « Êtes-vous en danger? Et si oui, de qui ?» Elle le regarda longuement, et Marc eut l'impression qu'elle pesait soigneusement ses mots, calculant exactement quelle quantité de vérité elle pouvait lui révéler sans se compromettre. « Oui, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Je suis en danger, mais je ne peux pas vous dire de qui, parce que cela vous mettrait en danger aussi, et vous avez déjà fait assez pour moi. » La sincérité de cette réponse toucha Marc plus qu'elle n'aurait dû. Il voyait dans ses yeux verts la même douleur qu'il portait depuis son divorce, la même sensation d'être traqué par un passé qui refusait de lâcher prise. « Où voulez-vous aller ?» demanda-t-il impulsivement. « Je peux vous emmener où vous voulez le long de la côte. Vous feriez ça, même sans connaître toute la vérité ?»« Oui », répondit-il sans hésitation, surpris lui-même par sa détermination. « Mais à une condition, pas de mensonge entre nous. Peut-être que vous ne pouvez pas me dire toute la vérité, mais ne me mentez plus. » Camille hocha lentement la tête, et pour la première fois, Marc eut l'impression de voir la vraie femme derrière le masque de terreur et de calcul. « Il faut que j'aille à Monaco, » dit-elle. « J'ai des choses à récupérer là-bas, des choses importantes. » Le soleil commençait à décliner vers l'horizon, teintant la Méditerranée de reflets dorés. Marc savait qu'il prenait un risque énorme en aidant cette femme mystérieuse, mais pour la première fois depuis des mois, il se sentait vivant, utile, nécessaire à quelqu'un d'autre que lui-même. Le voyage vers Monaco s'effectua dans un silence tendu. Marc avait décidé de longer la côte plutôt que de prendre la route directe, utilisant les petites criques et les ports de plaisance pour éviter les contrôles routiniers des gardes-côtes. Camille était assise à l'avant du Liberté, ses cheveux bruns flottant dans le vent marin, mais Marc remarquait qu'elle surveillait constamment l'horizon, comme si elle s'attendait à voir apparaître des poursuivants. « Vous connaissez bien Monaco ?» demanda-t-elle soudain, brisant le silence qui durait depuis leur départ de Cassis. « J'y ai travaillé plusieurs fois, » répondit Marc en ajustant le cap pour éviter un ferry qui se dirigeait vers la Corse. Inspection de yachts de luxe, récupération d'objets tombés à l'eau, les riches perdent beaucoup de choses précieuses en mer. Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix que Camille ne manqua pas de remarquer. Elle se tourna vers lui, étudiant son visage buriné par le soleil et les embruns. « Vous n'aimez pas les riches ?» demanda-t-elle avec une curiosité qui semblait authentique. Marc haussa les épaules. « Je n'ai rien contre l'argent, mais j'ai appris que les gens très fortunés ont tendance à considérer les autres comme des objets qu'on peut acheter ou jeter selon ses besoins. » Camille détourna le regard, visiblement troublée par cette réflexion. Marc se demanda s'il avait touché un point sensible. Plus ils approchèrent de Monaco, plus elle semblait nerveuse, vérifiant compulsivement son téléphone éteint et scrutant chaque embarcation qu'ils croisaient. Le soleil déclinait quand ils atteignirent les eaux monégasques. Le port Hercule s'étendait devant eux dans toute sa splendeur, avec ses dizaines de yachts de luxe alignés comme des jouets coûteux. Marc connaissait la plupart de ces bateaux. Il avait travaillé sur plusieurs d'entre eux au cours des dernières années. Le Christina O, le Lady Moura, des palais flottants valant des centaines de millions d'euros. « Où voulez-vous que je vous dépose ?» demanda-t-il en ralentissant le moteur. Camille pointa du doigt vers une marina privée, plus discrète que le port principal. « Là-bas, s'il vous plaît. » Et Marc, elle se tourna vers lui avec une expression grave. « Je veux que vous sachiez que vous avez probablement sauvé ma vie aujourd'hui, plus que vous ne l'imaginez. » Avant qu'il puisse répondre, son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Henri. « Marc, allume les infos. Urgent. » Une inquiétude soudaine envahit Marc. Il sortit son smartphone étanche et ouvrit l'application France Info. Le titre principal le figea sur place. Recherche internationale. La femme d'affaires Camille Beaumont, portée disparue après l'explosion de son yacht au large de Monaco. L'article continuait. Camille Beaumont,
32 ans, épouse du magnate de l'immobilier Philippe Beaumont, est recherchée par Interpol dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau de blanchiment d'argent. Son yacht personnel, le Phoenix Rising, a explosé hier soir au large de Monaco. Les autorités n'ont retrouvé aucun corps et considèrent qu'elle pourrait avoir simulé sa mort pour échapper aux poursuites judiciaires. Marc leva lentement les yeux vers Camille. Elle avait remarqué son changement d'expression et la peur était revenue dans ses yeux verts, mais cette fois mêlée à une résignation douloureuse. « Vous savez ?» dit-elle simplement. « Camille Beaumont », murmura Marc. « Pas Moreau, Beaumont. » Elle hocha la tête, ses épaules s'affaissant comme si un poids énorme venait de s'abattre sur elle. « Je suppose que mentir ne sert plus à rien maintenant. » Marc coupa le moteur. Le Liberté dériva lentement dans les eaux calmes de la marina, bercé par le clapotis régulier des vagues contre les pontons. Au loin, les lumières de Monte-Carlo commençaient à s'allumer, créant un décor de conte de fées qui contrastait cruellement avec la réalité sordide qui venait de se révéler. « Blanchiment d'argent », dit Marc, sa voix dure. « Combien de familles avez-vous ruinées ? Ce n'est pas ce que vous croyez, » répondit Camille rapidement, des larmes commençant à perler dans ses yeux. « Oui, je suis Camille Beaumont. Oui, mon mari Philippe est impliqué dans des activités illégales, mais je ne suis pas sa complice, Marc. Je suis sa prisonnière. »« Prisonnière ?» répéta Marc avec scepticisme. « Dans un château de Monaco avec des yachts et des voitures de luxe. Vous ne comprenez pas, dit-elle avec une urgence désespérée. Philippe n'est pas juste un homme d'affaires. Il dirige un réseau international de blanchiment qui utilise des sociétés immobilières comme façade. Et moi, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. » Elle fouilla dans la poche de son jean et en sortit une clé USB minuscule qu'elle avait apparemment cachée dans son téléphone étanche. « Il y a 3 jours, j'ai trouvé ça dans le coffre-fort personnel de Philippe. Des comptes, des transactions, des noms. Tout ce qu'il faut pour faire tomber son réseau et celui de ses associés russes et italiens. » Quand il s'en est aperçu, elle releva la manche de son pull, révélant des ecchymoses plus étendues que ce que Marc avait vu le matin même. « Il m'a enfermé sur le yacht avec 2 de ses hommes. L'explosion, ce n'était pas un accident. C'était censé me tuer et faire disparaître les preuves en même temps. Mais j'ai réussi à m'échapper juste avant. » Marc examina les blessures sur son bras. Elles étaient cohérentes avec une lutte violente, et leur couleur suggérait qu'elles dataient effectivement de quelques jours. Son instinct de plongeur, habitué à évaluer rapidement les situations dangereuses, lui disait qu'elle disait la vérité cette fois. « Pourquoi ne pas aller directement à la police ?» demanda-t-il. « Parce que Philippe a des contacts partout. Dans la police monégasque, dans les autorités françaises, même à Interpol. C'est comme ça qu'il a survécu si longtemps. La seule façon de l'arrêter, c'est de remettre ses preuves directement à un juge d'instruction parisien que je connais, quelqu'un qui ne peut pas être acheté. » Le téléphone de Marc vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel de Henri. Il décrocha. « Marc, où es-tu » La voix de son ami était tendue. « Il y a des types bizarres qui sont venus poser des questions sur toi au café. Des étrangers avec des accents de l'Est. Ils cherchaient une femme. » Marc sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?»« Rien du tout. Mais ils avaient l'air de savoir que tu étais parti avec quelqu'un. Fais attention, mon vieux. Ces gars-là, ils ne ressemblaient pas à des touristes. » Marc raccrocha et regarda Camille, qui avait blêmi en entendant la conversation. « Ils m'ont retrouvé, » murmura-t-elle. « Philippe ne me laissera jamais partir vivante. Pas maintenant que je sais tout. Combien de temps avant qu'ils arrivent ici ?» demanda Marc, son cerveau passant automatiquement en mode survie. « Quelques heures au maximum. Ils ont des bateaux rapides, des hélicoptères. » Elle le regarda avec une expression de culpabilité profonde. « Marc, je suis désolé. Je ne voulais pas vous mêler à ça. Vous devriez partir maintenant, avant qu'ils vous trouvent avec moi. » Marc observa cette femme qui tremblait de peur malgré son courage évident. Il pensa à sa vie solitaire, à ses missions routinières, à ses soirées vides dans son appartement de Marseille. Pour la première fois depuis son divorce, quelqu'un avait besoin de lui, vraiment besoin. Et peu importait qui elle était ou ce qu'elle avait fait, elle ne méritait pas de mourir. « Non, » dit-il fermement, « je ne vous abandonne pas. Mais si nous faisons ça, nous le faisons à ma façon. » Il remit le moteur en marche et fit demi-tour, s'éloignant de Monaco vers la haute mer. « Où allons-nous » demanda Camille. « Retrouver mon ancien équipier de la marine. Si quelqu'un peut nous aider à sortir de France discrètement et à remettre vos preuves aux bonnes personnes, c'est lui. » Marc poussa les moteurs au maximum. Le Liberté bondit sur les vagues, fonçant vers l'ouest tandis que la nuit tombait sur la Méditerranée. Derrière eux, les lumières de Monaco disparaissaient dans l'obscurité, mais Marc savait que c'était loin d'être fini. Dans quelques heures,
Ils seraient poursuivis par des hommes sans scrupules, qui n'hésiteraient pas à tuer pour protéger leurs secrets. Pour la première fois depuis des années, Marc Dubois avait trouvé quelque chose qui valait la peine de risquer sa vie. Maintenant, il fallait qu'il survive assez longtemps pour que justice soit rendue. L'aube se levait sur la Méditerranée quand Marc aperçut enfin le Mistral, le bateau de son ancien équipier Thomas Moreau. Ils avaient navigué toute la nuit, faisant escale dans de petites criques isolées pour éviter les patrouilles qui les recherchaient. Camille n'avait pratiquement pas dormi, scrutant sans cesse l'horizon à la recherche de poursuivants. « Thomas !» cria Marc en s'approchant du robuste chalutier reconverti. Son ami apparut sur le pont, l'air surpris mais souriant. « Marc Dubois, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu », dit Thomas en français, avec son accent marseillais prononcé. Mais son expression changea quand il vit Camille et remarqua la tension sur le visage de Marc. « Qu'est-ce qui se passe, mon vieux ?» En quelques minutes, Marc expliqua la situation. Thomas écouta sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. Ancien gendarme maritime avant de devenir pêcheur, il connaissait bien les réseaux criminels qui opéraient en Méditerranée. « Philippe Beaumont », murmura-t-il finalement. « J'ai entendu parler de lui, un type dangereux avec des connexions partout. » Il regarda Camille avec attention. « Et vous, madame, vous avez vraiment les preuves pour le faire tomber ?» Camille sortit la clé USB de sa poche. « Tout est là. Compte bancaire, transactions, nom des complices. 3 années d'activité criminelle documentée. » Thomas hocha la tête. « J'ai encore des contacts dans la gendarmerie. Et je connais effectivement un juge d'instruction à Paris qui ne se laisse pas corrompre. Juge Catherine Roussel. Elle a fait tomber plusieurs réseaux de blanchiment ces dernières années. Vous pourriez organiser une rencontre ?» demanda Camille avec espoir. « Oui, mais pas ici. Il faut sortir de France, au moins temporairement. J'ai un bateau plus grand. On peut aller en Espagne, à Barcelone. De là-bas, on contactera le juge en sécurité. » Marc sentit un poids s'enlever de ses épaules. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé Camille dans l'eau, il avait l'impression qu'ils avaient une vraie chance de s'en sortir. Mais soudain, le vrombissement de moteurs puissants résonna au loin. 3 hors-bords noirs approchaient à grande vitesse, leurs coques fendant les vagues avec une détermination menaçante. « Merde, ils nous ont trouvés !» s'exclama Thomas. « Montez vite à bord. » Marc et Camille sautèrent sur le Mistral, tandis que Thomas démarrait les moteurs. Le chalutier, plus lourd mais plus puissant que le Liberté, prit de la vitesse rapidement. Mais les hors-bords gagnaient du terrain. « Ils sont armés !» cria Camille en voyant des hommes sortir des armes automatiques. Les premières balles sifflèrent au-dessus de leur tête. Marc poussa Camille derrière le rouf pendant que Thomas zigzaguait pour éviter les tirs. L'un des hors-bords se rapprocha dangereusement du flanc tribord. « Marc, prends la barre !» hurla Thomas en saisissant un fusil de chasse. « Cap au sud-ouest, pleine puissance !» Marc prit les commandes tandis que Thomas ripostait, forçant le hors-bord le plus proche à s'écarter. Mais ils étaient en infériorité numérique et les poursuivants avaient des armes plus puissantes. C'est alors que Camille eut une idée. Elle sortit son téléphone étanche, finalement rechargé, grâce au générateur du Mistral. « Thomas, vous avez dit que vous aviez des contacts dans la gendarmerie maritime ?» cria-t-elle par-dessus le bruit des moteurs. « Oui, pourquoi ? Appelez-les. Dites-leur qu'il y a une fusillade en cours en eau française. Donnez-leur nos coordonnées GPS. » Thomas comprit immédiatement. Il saisit sa radio maritime et lança un appel de détresse urgent. En quelques minutes, ils entendirent au loin le vrombissement d'hélicoptères de la gendarmerie. Les hommes de Philippe Beaumont réalisèrent qu'ils étaient pris au piège. Ils firent demi-tour et disparurent vers l'horizon, abandonnant leur poursuite. 2 heures plus tard, escortés par une vedette de la gendarmerie maritime, ils accostaient au port de Toulon. Le commandant Leclerc, un homme de 50 ans au regard perçant, les attendait sur le quai. « Madame Beaumont, » dit-il en s'adressant à Camille, « nous vous cherchions. »« Commandant, » répondit-elle en lui tendant la clé USB. « J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. » 6 mois plus tard, Marc lisait dans le Figaro que Philippe Beaumont et 17 complices avaient été condamnés à de lourdes peines de prison. Le réseau de blanchiment avait été démantelé, restituant des millions d'euros aux victimes. Camille, devenue témoin protégé, avait témoigné avec courage devant la cour. Après le procès, elle était venue retrouver Marc à Marseille. « J'ai quelque chose à vous proposer », avait-elle dit en souriant. « Que diriez-vous de monter une entreprise de sauvetage maritime ensemble ? J'ai récupéré une partie de mes biens. Et vous avez sauvé ma vie de plus de façons que vous ne l'imaginez. » Marc avait regardé cette femme qui avait transformé sa vie solitaire en aventure extraordinaire. Pour la première fois depuis son divorce, il avait envie de faire confiance à nouveau,
de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, avait-il répondu en souriant. Mais cette fois, pas de secret entre nous. Promis, avait-elle dit en lui tendant la main. Plus jamais de secret. Et tandis que le soleil se couchait sur le vieux port de Marseille, Marc Dubois réalisait que parfois, sauver quelqu'un d'autre était la meilleure façon de se sauver soi-même. 1 an plus tard, Marc et Camille naviguaient ensemble sur leur nouveau bateau de sauvetage, le Nouvelle Liberté. Ce matin-là, ils venaient de secourir une famille de naufragés au large de Cannes. En rentrant au port, Camille posa sa main sur celle de Marc qui tenait la barre. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-elle en regardant l'horizon doré par le soleil couchant. « Je pensais que cette mer m'avait tout pris. En réalité, elle m'a tout donné. » Marc sourit, ses yeux fixés sur les eaux calmes qui reflétaient maintenant la paix qu'il avait enfin trouvée. Le Liberté d'autrefois était devenu le Nouvelle Liberté, et avec lui, 2 âmes perdues avaient redécouvert qu'on pouvait renaître même après avoir touché le fond. Et dans le sillage blanc qui s'effaçait derrière eux, la Méditerranée gardait le secret de leur renaissance, berçant doucement les rêves de tous ceux qui osent encore croire aux secondes chances.